accueille les experts de 7h15 avec vous, Thomas Soto. Les experts, qui sont tous là? Axel de Tarlé pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour. Axel de Tarlé, face au ralentissement de son économie au plus bas depuis 25 ans, la Chine prend une décision spectaculaire, un virage ultra-libéral. Axel, c'est un peu Margaret Thatcher qui débarque à Pékin, enfin les idées de Margaret Thatcher. Exactement, et d'autres font la comparaison avec Ronald Reagan, qui, vous savez, au début des années 80, a privatisé les entreprises, a libéralisé des pans entiers, des secteurs entiers de l'économie, le secteur aérien, etc. Sauf que c'était aux États-Unis. Et ben voilà, et là, maintenant la même chose arrive en Chine, qui est une économie, vous savez, très régulée. Toutes les grandes entreprises sont publiques en Chine. Si vous voulez faire des affaires en Chine, il faut trouver un partenaire chinois qui prendra la majorité du capital. Bon, tout ça, c'est fini. Le Pékin veut maintenant déréguler, veut faciliter, veut rendre plus libres les entreprises chinoises. Mais quel est l'objectif ? Alors l'objectif, c'est de changer de modèle. Aujourd'hui, les entreprises chinoises obéissent à l'État. L'État qui décide des grands plans quinquennaux pour exporter. Vous savez, c'est le modèle, la Chine atelier du monde, qui fabrique pour vendre aux Français, pour vendre aux Américains, qui pollue accessoirement. Eh bien, ce modèle est à bout de souffle. Qui pollue pour fabriquer des produits qu'on leur achète. Exactement, voilà. Mais ce modèle est à bout de souffle. Et donc, la Chine veut maintenant faire un peu moins d'export et satisfaire les besoins de sa classe moyenne qui s'est enrichie. Donc, vous voyez, être moins tourné vers l'export et plus vers la consommation intérieure. Et ça suppose d'écouter moins l'État et d'écouter davantage le client. Et donc, ça suppose des entreprises plus libres. Mais attendez, il y a le volet économique que vous venez de nous décrire, mais est-ce que ça ne risque pas d'avoir des conséquences politiques, voire de déstabiliser le régime ? Alors, vous avez raison, parce que l'État est omniprésent. Aujourd'hui, il est dans la rue, il est dans les entreprises. Donc, si l'État se retire, comme on le dit, eh bien, l'État, comme il est omniprésent, c'est pour ça qu'il est respecté, qu'il est craint. S'il se retire, effectivement, il sera peut-être un peu moins légitime. C'est pour ça que les Chinois, quand on parle de tournant ultra-libéral, ils y vont doucement. En fait, ils veulent énormément déréguler, mais ils hésitent à privatiser pour garder un peu la main quand même sur les entreprises. Le ralentissement de l'économie chinoise qui va entraîner sans doute le ralentissement de notre croissance à nous aussi. Oui, d'ailleurs, cette année, le FMI dit vous ne ferez pas 1,5% de croissance en France comme on l'espère, mais vous ferez 1,3%. Donc c'est un mauvais point pour le gouvernement. Ouais. Enfin, pour nous. La politique, Antonin André, le président de la République s'y était engagé 2 fois par an, une grande conférence de presse à l'Élysée pour s'expliquer, rendre compte de sa politique et de ses choix. La dernière fois, c'était le 7 septembre dernier. Donc on fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Normalement, il devait y en avoir une là qui devait approcher, non ? Oui, non, aucune conférence de presse à l'horizon. Je vous confirme qu'il n'y en aura pas dans les semaines qui viennent, ni de vœux à la presse d'ailleurs. Aucune expression devant les journalistes rassemblés comme il l'a toujours fait depuis le début de son quinquennat. L'an dernier, il y avait une conférence de presse le 5 février. L'année d'avant, c'était le 14 janvier 2014. Il était question d'un président à scooter, je ne sais pas si vous vous souvenez. En 2013, des vœux à la presse. Voilà, Gaillet, cette compagnie. année, l'Élysée a repoussé sine die le rendez-vous. Pas de conférence de presse, pas d'interview. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a un changement dans la com du président, une rupture ? Alors, l'exercice de la conférence de presse tire le président vers le bas. Voilà l'explication. Si François Hollande se confronte aujourd'hui aux journalistes, alors il aura des questions sur la primaire à gauche, sur sa candidature indexée sur la courbe du chômage, peut-être sur la réforme constitutionnelle. Il aura des questions. Voilà. Oui, mais des questions dont l'Élysée considère qu'elles sont pas au niveau d'un président de la République et qu'elle tire sa fonction vers le bas. En tout cas, c'est son analyse. Alors, on est un peu plus d'un an de l'élection présidentielle et c'est vrai que le souci de François Hollande aujourd'hui, c'est le regard des Français et des électeurs. Et son atout, c'est qu'il occupe le poste de président et il veut donc rester dans une posture de solennité ou de rapport direct avec les Français. La solennité, c'est le 31 décembre, la locution télévisée. Il a fait 11 millions de téléspectateurs, c'est 2 millions de plus que l'année passée. Et puis, c'est les réseaux sociaux, 1,5 million de followers sur Twitter, Snapchat, Instagram pour atteindre les jeunes. Et il est aidé dans la rareté de cette parole médiatique par Manuel Valls, qui lui parle partout, tout le temps, et qui fait la pédagogie de la réforme, ce qui évite au président de le faire. Donc, il n'y aura pas de conférence de presse ni en janvier, ni en février. On revient à un couple classique, en fait, président. À une communication un petit peu plus institutionnelle et un peu plus classique, 5e République. Alors François Hollande fera quand même 2 conférences de presse dans l'année parce qu'il s'y était engagé, il les fera peut-être plus tard dans l'année, mais c'est vrai qu'il est un peu agacé par les journalistes, lui qui les affectionnait tant. Je vous rappelle une phrase qu'il avait dit en conclusion de la dernière conférence de presse. Il avait dit aux journalistes « Je vous dis à la prochaine conférence pour d'autres questions qui peuvent ressembler à celles qui ont été posées aujourd'hui. » Preuve de cette lassitude que le président ressent à l'égard des journalistes. Alex Taylor. J'ai une solution pour vous. Faites revenir votre roi. Comme nous, c'est parfait. Donc notre reine c'est toujours emmurée d'une espèce de mutisme constitutionnel. C'est parfait. On dit bien qu'on a un monarque républicain en France avec le régime de la 5e République. Et bien justement, Alex
Taylor. Alors on va pas aller en Grande-Bretagne chez vous, on va aller en Allemagne avec le retour, ça fait un peu peur, de la fraction armée rouge. Oui, RAF, Route Armée Fraction, pour des générations d'Allemands. Donc ce sigle fait froid dans le dos, un peu C'est comme ce qu'on si on appelait dit... la bande Abadère, hein, Oui, c'est ça. Les années absolument. 80. Alors cette bande terroriste d'extrême gauche ou guérilla urbaine, selon leur propre définition, qui prônait la lutte armée contre le gouvernement, l'élite, les banques, les Américains et d'autres, et qui a donc terrorisé l'Allemagne de l'Ouest dans les années 70 et 80. Mais alors pourquoi on en reparle aujourd'hui? Eh ben, parce que hier, on a confirmé avoir retrouvé des empreintes ADN de 2 anciens membres de la RAF après une attaque ratée sur 2 fourgons blindés à Brême. Mais la fraction armée rouge, c'était pas autodissoute en 97 Non, 98, oui, non en 98, avec la publication d'ailleurs d'une lettre mystérieuse, citant la devise de la communiste allemande Rosa Luxembourg, j'ai été, je suis et je serai de nouveau. 2 de leurs membres fondateurs, Balder et Manoff, vous en avez parlé, s'étaient suicidés en prison. Un autre a viré de l'extrême gauche à l'extrême droite et reste détenu jusqu'à aujourd'hui pour des propos négationnistes. Et depuis, on a perdu la trace des autres. Jusqu'à hier donc, on pensait même qu'ils étaient à Majorque. Mais là, il ne s'agit pas d'une 4e génération militante, vu que les fugitifs ont entre 47 et 61 ans. Il s'agit plutôt d'une tentative de financer leur retraite, parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. C'est pas une nouvelle génération qui arrive. Ouais. Oui, mais ce qui est intéressant, il suffit de ces quelques traces d'ADN pour remuer le spectre de tout un passé sombre et de nombreux crimes non élucidés. La preuve, regardez les unes et de nombreux éditos sur place ce matin, avec ces cicatrices du passé en Allemagne. On a donc retrouvé les empreintes ADN de 2 anciens membres de cette fraction armée rouge en Allemagne et ça suffit à refaire frissonner le pays, Alex Taylor. On innove ce matin. Tiens, si on appuie sur le bouton de l'imprimante. Anne Le Gall, l'imprimante, parce qu'on voit ce matin que les imprimantes 3D peuvent aussi sauver le patrimoine culturel. Oui, et l'exemple le plus emblématique, c'est l'arche de la cité antique de Palmyre en Syrie. Cette arche vieille de 2000 ans a été détruite par les djihadistes de Daesh en octobre dernier et elle est sur le point d'être reproduite exactement à l'identique grâce à une imprimante 3D. Ça veut dire quoi, que cette arche de 15 mètres de haut va être imprimée, non pas reconstruite? Oui, imprimée, c'est vraiment le mot. Elle a d'abord été modélisée par des chercheurs d'Oxford et Harvard sur la base de milliers de photos et elle sera bientôt imprimée en 3D en Chine, à Shanghai, où se trouve la plus grande imprimante 3D du monde. C'est une machine qui ressemble à une grue. Elle est capable d'imprimer des bâtiments entiers en déposant des couches de béton composite grâce à des bras. C'est du béton. Alors voilà, on est en imitation de la pierre ou du béton. L'arche sera ensuite transférée en Italie pour des finitions et exposée à Londres et New York à partir du mois d'avril, donc comme symbole de résistance à la barbarie destructrice. Et vous savez s'il est prévu que d'autres monuments soient imprimés comme ça par la suite? Ah mais tout à fait. En fait, cette opération fait partie d'un vaste programme de sauvetage du patrimoine mené par l'Institut d'archéologie numérique qui est basé en Grande-Bretagne. Cet institut anglais, hein. Et oui, et alors c'est international, et cet institut va distribuer des milliers d'appareils photo haute définition dans des pays en guerre, comme la Syrie, l'Iran, la Turquie ou le Yémen. Et il s'agit de sauver visuellement les monuments menacés, donc pour pouvoir ensuite les réimprimer en 3D si besoin, s'ils sont détruits. L'Institut d'archéologie numérique espère ainsi sauvegarder d'ici 2017 20 millions de photos d'antiquités à protéger. Ça reste quand même une petite précision, la Turquie et l'Iran, Anne, ne sont pas en guerre. Mais bon, Oui, on alors peut quand après- même leur confier des appareils photo numériques. Mais à moins que ce soit un scoop de la matinale. Non, mais- non. Disons qu'ils peuvent être soumis à des destructions. Ouais, la Turquie avec sa frontière avec la Syrie notamment, elle est. Non, ils sont pas en guerre entre eux, évidemment. Non. Pas en guerre tout court d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même une maigre consolation de reconstruire comme ça en béton, comment vous dites, en béton composite, Voilà. des merveilles de l'humanité. Merci à vous les amis, à demain.